L'Alliance des États du Sahel, une nouvelle voie pour l'indépendance économique et politique en Afrique. Nous nous interrogeons. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Le 16 septembre dernier, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé la signature de la charte du Liptako-Gourma, créant ainsi l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Au cœur de la région sahélienne, une nouvelle dynamique stratégique se dessine avec la création récente de l'Alliance des États du Sahel. Le 16 septembre dernier, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé donc la charte du Liptako-Gourma, jetant ainsi les bases de cette alliance qui promet de redéfinir la lutte contre le terrorisme et de remodeler les équilibres régionaux. Cet acte audacieux a ravivé les débats sur l'avenir du G5 Sahel, qui est d'ailleurs mort sur le coup, mais il ne s'arrête pas là. L'AES déploie une vision ambitieuse allant au-delà de la sécurité, visant l'indépendance économique et l'intégrité de ses États. Le 16 septembre dernier, donc, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé tous ensemble, unanimement, la signature de la charte de Liptako-Gourma, créant ainsi l'Alliance des États du Sahel. Cette nouvelle alliance vise à assurer la défense collective des populations de ces États. Cette initiative, survenue après le retrait du Mali du G5 Sahel en mai 2022, et on va le dire comme ça, du démantèlement de cette organisation qui n'en était pas une, a suscité des interrogations quant à l'avenir de ce dernier et à l'émergence d'un G3 Sahel aux objectifs similaires avec une approche différente. Malheureusement, ce G3, alors qui est devenu plus tard le G2, a finalement disparu. En 2022, le Mali s'est retiré du G5 Sahel, composé de la Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso et du Niger, en signe de protestation contre le refus de certains pays de lui accorder la présidence tournante de cette instance régionale. Le Mali, à cette époque, dénonçait également une tentative d'instrumentalisation orchestrée par un État extra-régional, donc la France, visant à l'isoler. Des observateurs ont également provoqué des manœuvres concertées avec la France pour marginaliser les autorités de transition maliennes au sein des organisations sous-régionales. La défection du Mali a mis en évidence le caractère délicat de cette organisation G5 Sahel qui est restée en grande partie inopérante depuis sa création en 2014, malgré, nous disons, le lancement de sa force conjointe en 2017. Cette situation découle en grande partie du manque de financement extérieur dû à des pressions internationales, notamment des États-Unis, et d'un soutien insuffisant de la part de la France. En revanche, la nouvelle alliance des États du Sahel, centrée sur la région du Liptako-Gourma, est ancrée dans une réalité palpable. Le Liptako-Gourma, également connu sous le nom de la zone des trois frontières, est une région partagée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Outre sa richesse en ressources naturelles telles que l'or, le diamant, l'uranium, le manganèse, le gaz et le pétrole, cette région est le théâtre d'attaques terroristes récurrentes depuis plus d'une décennie, organisées justement par l'Occident et surtout avec leur petit pousset, la France. La création de l'Alliance des États du Sahel représente aujourd'hui pour les Africains un nouveau chapitre dans la lutte contre le terrorisme. Elle dépasse les ambitions du G5 Sahel en coordonnant non seulement les efforts militaires mais aussi économiques. Cette alliance vise à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et à combattre la criminalité organisée dans cette région cruciale. Elle prévoit également la mise en place d'une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle dans un proche avenir. L'article 6 d'ailleurs, je vous le rappelle, de la charte de l'Alliance établit que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'une des parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres, engageant ainsi une obligation d'assistance mutuelle, y compris l'usage de la force armée pour rétablir la sécurité. En outre, les articles 5 et 8 de la charte permettent à chaque partie de chasser ou de combattre les rebelles et les terroristes cherchant refuge sur son territoire. Cette alliance renforcée entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger peut être perçue comme une étape décisive pour la sécurité et la défense des populations de la région des trois frontières. Les objectifs proclamés de l'Alliance des États du Sahel vont au-delà de la sécurité. Les trois pays signataires ont exprimé leur volonté de promouvoir l'indépendance, la dignité
et l'émancipation économique. Cette position soulève des questions sur la création éventuelle de nouvelles institutions, notamment monétaires, susceptibles d'influencer les réformes au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, qui regroupe 8 pays partageant la monnaie de singe qu'on appelle le franc CFA. D'ailleurs, à ce propos, l'UEMOA va-t-elle, je pose juste la question, résister? La CEDEAO va-t-elle partir en lambeaux? Nous nous interrogeons encore. La charte de l'Alliance précise également l'engagement des 3 pays à défendre leur unité nationale et l'intégrité de leurs États en mutualisant leurs actions militaires contre le terrorisme et d'autres menaces sécuritaires. Cette coopération renforcée vise à faire face ensemble aux multiples défis auxquels les effets sont confrontés. Les États sont confrontés. Par ailleurs, la France, dont les relations se sont tendues avec ces 3 pays, pourrait être perçue comme une menace potentielle. Et d'ailleurs, pour bon nombre d'Africains aujourd'hui, la France, pour ces 3 pays et pour les autres pays africains, est une menace potentielle et doit être chassée du continent noir. Des rapports ont révélé d'importantes sommes d'argent versées par la France ainsi que par d'autres pays européens en rançon versée à Al-Qaïda depuis 2008, alimentant ainsi indirectement le terrorisme au Sahel. La charte de l'Itago Gourma prévoit également que les 3 pays se protègent mutuellement, notamment en ce qui concerne leurs frontières. Leurs armées auront la possibilité d'opérer dans l'ensemble de cet espace, en particulier dans la poursuite des terroristes au-delà des frontières. Cependant, il est à noter que les 3 pays se sont engagés à ne pas mettre en place de blocus économique, contrairement à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui a imposé des sanctions économiques après les récentes prises de pouvoir par les militaires, on va le dire, patriotes. Voilà pourquoi nous revenons sur ce sujet ce matin, mesdames, messieurs. Eh bien, l'Alliance des États du Sahel, une nouvelle voie pour l'indépendance économique et politique en Afrique. Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici. Il est journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve José Longos. C'est un plaisir d'être parmi vous ce matin. Je dis bonjour à Gires qui est derrière les machines. Je dis bonjour à l'Afrique. Je dis bonjour au monde. Mon coup de gueule ce matin, il vient de se terminer du côté, je crois, de l'Arabie Saoudite. Un sommet que vous avez appelé le COP 21, 28, je crois. De COP en COP, on ne voit pas beaucoup d'amélioration, notamment en ce qui concerne le climat. Tenez, vous avez vu le dirigeant d'un pays hexagonal, très dynamique, très en vue, n'est-ce pas, dans le cadre de cet événement, les pas de Macron. Mais sauf que sur le continent africain, les multinationales françaises polluent, détruisent l'environnement. Dans le contexte nigérien, vous avez, je crois que nous avons fait plusieurs émissions là-dessus, où vous avez les déchets radioactifs qui sont laissés à l'air libre par les multinationales françaises, Sonamim et Orano et consorts. Du côté de la République centrafricaine, vous en avez également qui ont abandonné les déchets radioactifs à l'air libre. Dans mon pays, le Cameroun, vous en avez qui détruisent la forêt, qui prétendent vous protéger. Ils exploitent le pétrole, ils l'exploitent tout en polluant l'environnement. Mais vous avez donc ces États-là, les États qui prétendent lutter contre le réchauffement climatique, qui vous disent qu'ils militent pour la protection de l'environnement. Ils sont même capables de vous donner beaucoup d'argent afin de vous empêcher de manger le porc épic que nous chassons et qui permet, n'est-ce pas, d'équilibrer, n'est-ce pas, la biodiversité chez nous. En tout cas, je n'y crois pas du tout dans vos histoires de COP28, machin. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici. Vous avez raison de ne pas croire à ces COP 1000, COP 2000 et 100 000, parce que la seule chose qui se cache derrière, c'est que l'Afrique ne s'industrialise jamais. Et pour cela, on pense que l'Afrique, c'est la biodiversité. Il faut la protéger pour que les Africains restent et demeurent encore un peu plus pauvres. Mais le sujet qui nous intéresse, ce n'est pas celui-là. Nous parlons justement de l'Alliance des États du Sahel. Et nous nous interrogeons, Albert Anatola, ici, une nouvelle voie pour l'indépendance économique et politique africaine. Je pense que c'est une alternative et révolutionnaire. L'Alliance des États du Sahel, qui a pris de manière courageuse l'initiative justement de créer notre communauté, une communauté politique, économique, une communauté monétaire, financière, une communauté géopolitique, une communauté géostratégique.
c'est une initiative qui est combattue malheureusement et paradoxalement par cette entité-là qui n'est pas capable d'apporter des solutions aux membres de sa communauté, je parle de la CEDEAO. Vous avez entendu, monsieur, le dormeur de Niger, n'est-ce pas, d'Abuja, oui. vous dire que, franchement, l'AES, c'est une organisation fantôme. Donc, il faut que ces initiateurs mettent un terme à leur folie. Oui. Mais, sauf que pour nous, l'AES, c'est une alternative. C'est la solution au problème de l'Afrique. Parce que derrière l'AES, vous avez donc la souveraineté, la véritable souveraineté de l'Afrique, la souveraineté économique, la souveraineté monétaire, la souveraineté politique, diplomatique, la souveraineté géopolitique et géostratégique, la souveraineté culturelle, parce qu'il c'est également une alliance culturelle. Donc, vous savez, chaque fois qu'il commence à combattre une entité, ça veut dire qu'il y a du vrai, il y a du bon. Donc, alors, comme d'habitude, Paris a commencé à utiliser les vieilles recettes que vous connaissez, c'est-à-dire que lorsqu'il se rend compte que vous voulez vous entendre, il crée des dynamiques, justement, de mésentente. Et comme ça ne marche pas, avec les révolutionnaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent, selon eux, ce qu'ils appellent l'arme fatale, la corruption. Maintenant, ils suscitent, comme par hasard, des appuis financiers, n'est-ce pas, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, dans leur lutte contre le terrorisme. Comme si, eux, du côté du, n'est-ce pas, du Bénin, par exemple, du côté du Togo, du côté du Sénégal ou alors du côté de la Côte d'Ivoire, ils ne faisaient pas face aux incursions du terrorisme. Donc, je pense que, et comme par hasard également, la CEDEAO a trouvé des milliards de dollars pour aider à financer la lutte contre le terrorisme. Alors que depuis bientôt 13 ans, vous avez les incursions terroristes au Sahel, notamment au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Mais comme par hasard, lorsque l'AES se met en place, bam, comme sur le chapeau, on vous sort des milliards de dollars pour soutenir la lutte contre le terrorisme. Mais qui est fou, comme on dit chez nous. Mais on sait bien que ce sont les dynamiques qui visent justement à ralentir ce projet. Mais c'est une dynamique irréversible. Irréversible parce qu'elle est irrévocable, parce que c'est la voie tracée par nos prédécesseurs dans la lutte, dans l'émancipation de l'Afrique, notamment Modibo Keïta, comme entre autres. Hein. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Thomas Sankara, c'était là, ça leur projet, leur vision. C'est-à-dire que l'Afrique soit unique et une communauté confédérée ou bien fédérée pour que cette Afrique-là ne soit plus considérée comme la zone d'influence des globalistes, des criminels de la prédation internationale, mais que l'Afrique soit ce continent qui n'a pas de complexe, qui est véritablement la réponse, n'est-ce pas, à la vision mondiale. Lorsque je parle de la vision mondiale, je parle de la vision des peuples, des véritables peuples, des peuples humains, je ne parle pas des peuples déshumanisés, qui sont représentés par les reptiliens que vous connaissez. Donc, je crois que c'est une alternative irrévocable et irréversible. Quelles que soient les dynamiques qui vont tourner autour, je pense qu'il est important aujourd'hui, déjà, il nous est annoncé la création d'une monnaie. Je crois qu'il va s'appeler le Sahel. Un Sahel, je crois que c'est ça. Il n'y a rien à voir avec cette monnaie qui a été dévoyée. Je parle ici de l'écho, qui a été dévoyée par Ouattara et son maître, n'est-ce pas, Macron. Donc, il s'agit là pour nous d'un espoir. Il y a une banque centrale qui est prévue, la création d'une banque centrale qui est également prévue, qui va gérer la monnaie de deux pays, des trois pays, je veux dire des trois pays. Et déjà, contrairement à ce que certaines opinions hexagonales ou européennes prétendent, ce n'est pas du populisme. Ce n'est pas du populisme que les autres, ces patriotes, ces révolutionnaires du Niger, du Burkina Faso, eux du Mali font. Il s'agit d'un véritable projet qui a commencé justement d'abord avec la signature de la charte Itako Gourma, plus la création en commun, la mise en commun dans une communauté au travail de l'Alliance des États du Sahel. Donc, il s'agit d'un projet qui avance. Petit à petit. Et petit à petit. Et puis, dans cette dynamique, il y a un élément important qui a toujours suscité, n'est-ce pas, l'inquiétude des panafricanistes que nous sommes.
la nationalisation, j'ai envie de dire l'exploitation de nos matières premières. Et il se trouve que justement aujourd'hui, vous avez le Burkina Faso et le Mali qui se sont engagés dans la transformation des matières premières qui sont dans leur sous-sol, mais sur leur sol. Albert Anatola ici, pendant ce temps, on va de révélation en révélation depuis que l'AES a été créée, l'Agence des États du Sahel. Il s'avère, et d'ailleurs, selon les rapports, depuis 2008, la France a financé Al-Qaïda pour terroriser les populations du Sahel. Non. La France et les États-Unis, la France, les États-Unis et l'Union européenne ont financé, équipé, formé les terroristes. Quand on le disait il y a encore quelques années, il y avait des doutes. Mais cette fois-ci, les rapports sont sortis. Non, c'est un esprit tordu. Mal tourné. Non, tordu. Et c'est que nous sommes excessifs. Nous sommes des complotistes. Que nous sommes des haineux. Mais les documents existent. Eux-mêmes, ils en parlent déjà. C'est un de leurs leaders d'opinion en parle que... On parle des révélations, je vous parle justement de la date depuis 2008, précision faite. Oui. Voilà que les États-Unis, au travers de la CIA, la France, au travers de la DGSE, et l'Union européenne, ont financé, formé, équipé les terroristes, Al-Qaïda, entre autres. Pour faire quoi? Pour maintenir l'insécurité. Vous savez qu'il y a une économie de guerre. Oui. Et dans l'économie de guerre, ça permet le fonctionnement, ça permet à l'économie de certains États de bien fonctionner comme les États-Unis. C'est quand les États-Unis sont en guerre que le dollar prospère. C'est quand les États-Unis sont en guerre que l'économie se stabilise. Donc, il faut créer donc l'instabilité partout. La preuve, par exemple, c'est une parenthèse, pendant que la majorité de l'opinion mondiale pense qu'il faut s'engager dans une négociation du côté de l'Ukraine, les États-Unis vous disent niet, zéro négociation. La même chose, tout récemment, du côté de Gaza, pendant que la majorité d'une grande partie de l'opinion mondiale pensait qu'il fallait d'un cessez-le-feu, n'est-ce pas? J'ai envie de dire, le sénile qui est à la Maison Blanche vous disait non, il n'est pas question d'un cessez-le-feu du tout. Aujourd'hui, j'espère qu'il va assumer, n'est-ce pas, les crimes, des crimes de guerre, n'est-ce pas, d'Israël du côté de Gaza et de la Palestine. C'est important de le dire. Donc, voilà. Alors, ils ont donc équipé ces pays-là, ces groupes criminels qui ont détruit des vies, violé les populations civiles, au motif qu'il fallait absolument empêcher les États souverains d'être stables, de se développer, mais surtout de s'émanciper. Vous savez, plus il y a de l'insécurité, il y a de l'instabilité, plus ça les arrange. Et vous êtes d'accord avec moi que partout il y a de l'insécurité, vous ne pouvez rien bâtir. Quelle que soit votre bonne volonté, dès lors que vous avez de l'insécurité qui subsiste et persiste quelque part, il n'y a pas possibilité de pouvoir s'engager dans une dynamique de développement. Est-ce la solidité de l'AES qui fait peur aujourd'hui à l'Occident au point d'envoyer le larbin du continent africain dire que cette organisation ne vaut rien? Nous pensons que ils sont en train de tirer les leçons du sort qui a été réservé au G5 Sahel. Parce que lorsque le Mali a claqué la porte de ce machin-là qui était inféodé par Paris, bon, ils ont pensé qu'ils pouvaient, au travers Bazoum, qui prenait le temps, qui prenait du plaisir et qui prenait son temps à insulter tout le monde, ils pensaient que, en passant par exemple par la Mauritanie, qui est également un partenaire pas très sérieux du tout, en matière de lutte contre le terrorisme, ils pensaient donc qu'ils pouvaient faire revenir à la table, n'est-ce pas, de négociation le Mali. Bon, mal leur en a pris. Aujourd'hui, c'est un truc mort. Le G5 Sahel est mort. Et je crois qu'il faut absolument organiser ces obsèques pour véritablement consacrer définitivement son décès. Ils ont donc tiré les leçons, n'est-ce pas, de la mort de ce G5 Sahel, au point aujourd'hui, ils pensent que si les trois États qui constituent pour l'instant l'AES réussissent dans leur projet de confédération, ça va sonner le glas de la CEDEAO. Ça pourrait inspirer, n'est-ce pas, d'autres États, n'est-ce pas, de la CEDEAO et de l'UEMOA.
Parce que vous avez aujourd'hui un projet de création d'une communauté monétaire qui va être une alternative à l'UEMOA. Donc, ça, normalement, ça ne peut que faire réfléchir les uns et les autres. Contrairement à ce qui est prétendu, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est quand même une force économique pas possible dans leur sous-sol. Albert Natola, ici, l'article 11 de la charte encourage également l'intégration de nouveaux membres partageant des critères culturels et idéologiques similaires. Il est à voir qui pourrait rejoindre l'Alliance des États du Sahel dans le futur. Et d'ailleurs, nous avons quelques informations que nous n'allons pas donner, mais ils sont déjà nombreux, les pays de la CEDEAO, qui veulent rejoindre cette alliance. Est-ce la mort? Certains pays. Certains. Est-ce la mort de la CEDEAO qui est programmée? Oui, en tout cas, nous la souhaitons, la mort de la CEDEAO. Parce que... C'est quand même 3 pays de la CEDEAO, le Mali, le Burkina et le Niger. Nous pensons que si ils ont un peu mis de l'eau dans leur vin relativement à leur projet d'intervention militaire au Niger, c'est parce qu'ils ne sont pas aussi idiots, n'est-ce pas? Ils ont compris que une intervention militaire au Niger va consacrer l'éclatement de la CEDEAO et précipiter justement la mort de la France-Afrique, parce que c'est ça notre problème. Notre problème crucial, c'est la France-Afrique qui continue de s'exprimer de manière condescendante et arrogante. Donc, ils ont donc reculé. Aujourd'hui, ils ont mis de l'eau dans leur vin. Ils ont mis de l'eau dans leur vin, il n'est plus question. Ils ont accepté, je crois que c'est le 10 dernier, ils ont finalement accepté qu'il y a eu un coup d'État qui a déchu Bazoum et suspendu le Niger de toutes les instances de la CEDEAO. Qu'est-ce que le Niger a à foutre de la CEDEAO, qui n'a pas été capable de l'aider à développer ce pays-là, à lutter contre le terrorisme? Bon, si la CEDEAO, qui est, soit dit en passant, est une institution économique, n'a pas été capable d'apporter des solutions idoines aux populations des membres fondateurs de cette communauté, eh bien, ce n'est pas un regret que la CEDEAO meure de sa véritable mort. Donc, nous pensons donc que l'avenir de la CEDEAO, j'ai envie de dire, est incertain. Incertain, sa survie est également incertaine, parce qu'aujourd'hui, nous pensons, tout le monde croit, que les sanctions qui ont été prises avec gel des avoirs, les sanctions qui ont été prises contre le Niger, le Mali, avec le gel des avoirs, étaient d'abord illégaux, illégal, il s'agit de sanctions illégales et illégitimes et inhumaines. Or, quand vous regardez justement les textes fondateurs de la CEDEAO n'a donc pas vocation à prendre de telles sanctions contre les membres des États membres. Allons-y rapidement pour sortir en quelques secondes, Albert Anatola, ici de cette édition de Parole panafricaniste. De plus, il y a également l'article 10 de la charte qui précise que le financement de l'Alliance des États du Sahel se fera principalement par les 3 pays signataires. Est-ce à dire qu'ils ne vont plus jamais se contenter de verser de l'argent à l'UEMOA? Autre chose, est-ce la fin également de l'UEMOA qui est programmée aujourd'hui? Bien évidemment. Je vous ai dit tantôt que vous avez dans le paquet de sanctions qui a été appliqué contre le Niger, et respectivement contre le Niger et le Mali, vous avez le gel des avoirs des États. Oui. Bon, attends, la CEDEAO a quelle légitimité pour geler les avoirs d'un État? Alors, de ce point de vue, il est donc question déjà de régler un problème historique que vous connaissez, le franc CFA, parce que les questions, la nouvelle monnaie, ce ne sera plus le franc CFA, ce sera une autre monnaie, je crois, c'est le Sahel. Donc, ça va nous résoudre un problème politique qui nous pose des très gros problèmes. Et puis, il va falloir demander à l'UEMOA, à la banque, à la BCAO, de faire le compte, n'est-ce pas, de faire le solde, n'est-ce pas, de ces États, des avoirs de ces États-là qui sont gelés. Parce qu'ils n'ont aucun droit, n'est-ce pas, de geler ces avoirs-là. Donc, je pense que toute cette dynamique, n'est-ce pas, qui est en train d'être engagée par les patriotes et révolutionnaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, vise justement à sortir des griffes de l'impérialisme. Parce que quand vous parlez de la CEDEAO, de l'UEMOA, vous voyez Paris derrière, l'Union européenne derrière. Vous n'avez aucune souveraineté, vous n'avez aucune indépendance. Nous savons, tout le monde sait que la CEDEAO est vassalisée par Paris. Tout le monde sait que l'UEMOA c'est vassalisé par Paris.
Donc, eh bien, et aujourd'hui, le Niger est présenté comme étant l'un des pays les plus pauvres de la planète Terre, un pays riche. Mais donc, c'est un dirigeant, dont les précédents dirigeants, n'est-ce pas, étaient de très bons élèves? Non, c'est-à-dire, il fanfaronnait, il s'extasiait de ce que ce pays vive des appuis budgétaires de Paris, de l'aide publique au développement de l'Union européenne. Il y a un problème. Donc aujourd'hui, nous avons donc une autre dynamique, des révolutionnaires qui sont là, qui ont une autre vision de ce pays, qui pensent grand. Qui pensent grand. C'est quand même paradoxe, monsieur Ngos. Un pays qui produit de l'uranium, qui n'a pas une seule centrale nucléaire, qui prend l'électricité au pays voisin qui s'appelle le Nigeria, qui, dans le contexte des sanctions, que vous savez, a décidé de mettre le pays dans le noir. Mais attendez. Je crois que la logique voudrait que lorsque vous êtes confronté à un problème qui devient intenable, vous avez le droit et le devoir d'en sortir. Il me semble que la solution choisie par le Niger, le Mali et le Burkina Faso, c'est de sortir, n'est-ce pas, de cet impérialisme français. Merci à vous, Albert Natola, ici d'avoir répondu à nos questions. C'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques YouTube, Facebook. Partagez au plus grand nombre, likez. Ainsi, Panafricaniste TV sera connu de par le monde. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée.